Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Axis Flying Cineon C35 V2, un petit Cinewoop, donc de la marque Axis Flying. Avant de commander ce drone, je me suis posé énormément de questions. C'est un petit peu l'intitulé des chapitres que nous allons voir ensemble. Donc je vais faire en fait comme si je ne l'avais pas encore acheté. Et toutes les questions que je me suis posées, je vais essayer d'y répondre pour être le plus clair possible. Donc voici ce petit whoop Axis Flying Cineon C35, donc ça c'est la version V2, la version V2 n'était pas encore sortie quand j'ai vu la review de Culture FPV, mais c'est ce qui m'a donné envie d'aller chercher un petit peu des infos chez ce fabricant. Il y a d'autres fabricants de Cinewoop, hein, vous imaginez bien, il y a Jep RC, il y en a plein. Voilà, donc je l'ai commandé en O3. Le nouveau module en fait HD de chez DJI. Donc pourquoi je l'ai acheté en 4S, pas en 6S, pourquoi j'ai pris le système O3 et pas le système Cadix Vista que j'avais déjà. Voilà, donc je vais scinder ça en plusieurs chapitres. Donc j'imagine que vous aussi, en fait comme moi, ou alors je suis le seul à me retourner le cerveau avant d'acheter un drone. Mais je vais essayer de répondre à toutes ces questions en fait qu'on se pose avant un nouvel achat. Donc c'est un drone qui est en pusher. On va voir ça maintenant, c'est parti. Avant toute chose, ce qui a attiré mon œil dans cette marque, ce sont les frames que je trouve vraiment magnifiques et leurs prints qui sont vraiment très beaux. Les machines sont superbes, du 2 pouces au 7 pouces. Je trouve qu'elles sont vraiment splendides. Voici comment était maintenu l'objectif de la caméra DJI sur la version 1 du modèle. Donc on voit que c'était vraiment le minimum maintenu par des impressions 3D. L'objectif de la caméra se retrouve à l'intérieur de la frame ou des protections d'hélice. Avec la version 2, l'objectif de la caméra a été inséré entre deux magnifiques plaques en aluminium, se retrouvant ainsi à l'extérieur des protections d'hélice et vous laissant toute la liberté de la vue. Très ingénieux, 3 petits dampers ou amortisseurs ont été insérés sous le support de la GoPro. Les moteurs des 3500 kV en 22,04, ce qui fait théoriquement avec une 4S presque 60 000 tours minute. Autant vous dire que ces petits whoops font vraiment du bruit et se font très vite remarquer. En ce qui concerne le mode pusher, je suis plus dubitatif quant à une réelle efficacité du fait de mettre les moteurs vers le bas, quant aux hélices sont dans leur sens normal, comme si le moteur était en fait dans le sens correct. Les hélices, elles, ne sont pas inversées. Je veux dire que le sens de pousser sur la pale est le même que si vous aviez un montage classique. Ils ont été quand même malins. Ils ont mis en fait le port de la FC et le port du module DJI du même côté, ce qui est vraiment pratique. Il n'y a absolument rien qui gêne en face pour insérer vos prises USB. Seul le port micro SD est un petit peu problématique. Il faut quand même prendre une pince à épiler pour aller mettre la micro SD. Voilà, mais autrement, tout est facilement accessible. Réglementation oblige, donc on a le choix, c'est en option pour 20 € de plus. Moi j'ai choisi d'avoir un module GPS, alors je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme module GPS sur ce drone, mais je trouve qu'il fixe rapidement et surtout une quantité de GPS de satellite que je n'ai pas l'habitude de fixer avec mon 5 pouces. J'en fixe facilement 10 voire 11 sans attendre forcément 15 plombes. Pour le remplacement des protections d'hélice, c'est vraiment bien fait, donc ça se fait par paire, et surtout il n'y a pas de fixation faite sur les moteurs comme chez la concurrence. Le TBS Nano RX est glissé dans une impression 3D. Le condensateur pris sur le circuit d'alimentation. Le buzzer a lui aussi son impression. Il n'y a rien à dire dans l'ensemble, le montage est vraiment propre, le module DJI dans son print et tout le reste, franchement je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Différence de taille avec un 5 pouces tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors si comme moi vous présentez une vidéo alors qu'il fait -5 dehors, je vous conseille d'utiliser cette petite technique
du sac de lunettes pour protéger vos lipos ou vos lions. Franchement, ça la gardera au chaud, c'est vraiment le top du top. C'est comme s'il faisait 20 degrés à l'extérieur. L'angle minimum que l'on peut mettre sur la caméra, c'est 7 degrés car l'entretoise du bas vient gêner l'objectif. Trois réponses en une. Un hoop pour pouvoir voler en extérieur et intérieur, pour faire des vols plus coulés et précis, plus cinématiques. Aller là où un 5 pouces ne peut pas aller à cause d'une plus grande inertie et d'un poids plus conséquent. Un hoop est plus facile à manier. Les changements de direction sont plus précis. On peut même décider de faire marche arrière face à une difficulté. Le drone glisse beaucoup moins et s'arrête plus facilement. La vitesse de croisière est aussi beaucoup moins élevée qu'un 5 pouces. Un 3,5 pouces permet d'évoluer si l'on souhaite tout de même embarquer une GoPro full. Une taille inférieure nécessite une GoPro allégée dit Naked. Étant déjà possesseur d'une radio TBS Tango 2, le choix de l'Avata était pour moi compromis, même si celui-ci est intéressant en termes de prix quand on y regarde de plus près. J'aime bien le full manuel, j'ai déjà un R2S qui est très automatisé. Le choix pour moi d'un whoop était évident, même si en tant que professionnel, l'Avata m'aurait intéressé. J'ai donc choisi le fun et l'évolutivité. Alors, le choix du 4S ou du 6S, pour moi, ça a été vite vu. En fait, j'ai voulu tout simplement harmoniser mes setups. Donc, je vole déjà en 4S sur mon 5 pouces. Donc, voilà. En plus, je me fabrique mes batteries, mes lithium-ion. Donc, ça me coûte vraiment ça me coûte vraiment pas cher de les fabriquer. Donc, j'étais en 4S. Donc, pour moi, le choix était vite fait de rester en 4S sur ce whoop. Quand on achète un whoop, c'est aussi synonyme de légèreté. Donc le fait d'être en 4S finalement m'arrange bien parce que le 6S, vous le devinez, ça fait 2 cellules de plus. Et quand on achète des cellules lithium-ion, en fait il n'y a aucune différence de poids selon la capacité de la cellule. Donc vous imaginez bien, on enlève 2 cellules en 4S, donc forcément le whoop sera beaucoup plus léger. Donc j'ai absolument aucun regret du fait d'être resté en 4S. N'en déplaise à ceux qui veulent en 6S. Donc quand vous investissez dans un nouveau quad, évidemment la logique va avec l'harmonisation de nos setups pour ne pas dépenser davantage. Vous avez ici toutes les caractéristiques techniques. Donc je vole minimum avec une LiPo 4S 1800 mAh parce que c'est ce que j'utilise déjà avec mon 5 pouces. Et il y a très peu d'écart de poids entre une 1500 et une 1800. Voilà, donc il fait 200 grammes. Ça vous offre déjà tout de même une autonomie de 8 minutes en descendant les éléments à 3,6 volts en vol. Ensuite, avec une Lion 4S 23000, ça vous offre 12 minutes d'autonomie. Là, la Lion, je la descends minimum par élément à 3 volts. Voilà, moi je descends pas en dessous, ça sert pas à grand chose. Après, de toute façon, ça chute très rapidement. Donc déjà 12 minutes avec une 3000. Avec une 4000, là on explose le compteur avec 15 minutes d'autonomie. Donc toujours en descendant les éléments sur une Lion à 3 volts par élément. Et la LiPo à 3,6 volts par élément. Donc vous voyez un petit peu l'autonomie. Le DJI Avata, je crois que c'est 18 minutes en stationnaire, sans interférence, que moi je vole entre 20 et 30 km/h. Donc l'autonomie est vraiment, vraiment géniale. Donc c'est drone seul, donc sans GoPro, donc le drone seul fait 337 grammes. Si vous rajoutez la GoPro 8 qui fait 127 grammes avec sa batterie, vous pouvez même vous payer le luxe de rajouter un TPU qui fait une vingtaine de grammes. Donc on est encore malgré tout avec une 4000 plus TPU plus GoPro, on effleure à peine les 800 grammes pour devoir mettre une balise de détection, une balise électronique sur votre drone qui devrait dépasser, voilà, normalement c'est au-delà de 800 grammes, on doit mettre une balise électronique, mais là en fait on est en permanence avec la plus grosse batterie 4000, on est en dessous 800 grammes. Donc voilà, là vous avez vraiment toutes les données pour vous faire une idée, mais l'autonomie est vraiment géniale. Voler 15 minutes, c'est excellentissime. En ce qui concerne l'appairage des différents systèmes, donc sur mon 5 pouces, je suis en Caddx Vista.
Donc ce nouveau whoop est en O3. Alors le petit problème, c'est que effectivement, si vous voulez binder vos systèmes l'un par rapport à l'autre, donc quand vous passez par exemple là comme moi de mon 5 pouces au whoop, et ben, je suis obligé à chaque fois de binder, donc de passer sur les V2, de passer du système O3, DJI O3 au système FPV KDX Vista. Voilà, donc ça par contre c'est un petit peu l'inconvénient. J'espère qu'il y aura une mise à jour de la part de DJI. Pour le moment, on est obligé de binder à chaque fois, donc petit cure-dent en bois, on est obligé de binder le masque avec chaque système, chaque module. Voilà, donc heureusement sur ce whoop, tout est vraiment très très bien. Tout est très facile d'accès, donc voilà, le bind, en fait, l'appairage est vraiment rapide à faire. Une question aussi que je m'étais posée, c'est avec le système O3, vu qu'en fait, il y a une caméra 4K intégrée à la caméra FPV, donc on n'est pas obligé de mettre une GoPro, comment se passe l'enregistrement des vidéos? En fait, c'est ultra simple. Dans le module, vous avez 20 Go de mémoire interne. Vous pouvez rajouter une carte micro SD, donc pour vos enregistrements 4K. En fait, c'est ultra simple. Tout se fait via le masque. Donc là, j'ai le V2, il n'y a aucun problème. Vous allez dans le menu du module et simplement, vous décidez d'enregistrer l'OSD en même temps que l'enregistrement 4K, ou uniquement l'OSD ou uniquement l'enregistrement 4K. Donc voilà, vous faites, vous recordez en fait à partir du masque. C'est ultra simple. Voilà, c'est une des questions que je me posais. Comment se passe l'enregistrement avec le module O3 sur un quad? Ben voilà, ça se fait tout via le menu du masque. C'est ultra simple. Pourquoi être parti sur le système DJI O3 plutôt que sur un KDX Vista qui équipait déjà mon 5 pouces? Bah, tout simplement parce que j'avais envie, comme vous, d'essayer le nouveau module DJI O3, voilà, capable de, entre guillemets, se passer d'une GoPro. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Alors franchement, je peux vous dire que même avec les V2, c'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le coup. Je vois vraiment une différence par rapport à mon KDX Vista, donc qui est limité en 720p. Donc là, avec les V2, en fait, on est limité par rapport à la technique du masque, qui limite à 810 lignes, mais pourtant ça fait que 90 lignes de plus par rapport au Vista, mais franchement, on voit la différence. L'image est très lumineuse, très contrastée. Franchement, c'est vraiment super. Qu'est-ce que ça doit être avec le masque Goggles 2? Franchement, ça doit être génial de voler en 1080p. C'est vraiment, franchement, c'est bluffant, ça apporte vraiment un plus. Quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un KDX Vista coûte encore entre 150 et 180 balles selon le type de caméra montée avec le module. Là, avec le module DJI O3, vous avez quand même un objectif 4K. Vous enregistrez en 4K 120 images par seconde. Je veux dire, la différence de prix, voilà, ça coûte 250 balles. Il y a presque, voilà, le budget, il n'est pas énorme non plus. Ça vaut carrément le coup. Et même avec les V2, je vous dis, franchement, il y a vraiment une différence de netteté. On voit vraiment toutes les branches où on se faufile. C'est incroyable. On peut même presque faire, je dirais, de l'inspection, tellement c'est net. Je vous laisse juger sur cette séquence, donc de la différence entre les deux caméras. Moi je trouve que chez DJI c'est beaucoup trop sharp, et la netteté est beaucoup trop accentuée. Ça rend en fait tous les bords brillants, comme si en fait on dirait, comme s'il y avait de l'aliasing. C'est vraiment très brillant. Je trouve aussi que la stabilisation numérique, pourtant je l'ai activée dans mon masque, mais j'ai l'impression comme si en fait elle n'était à peine présente. Et on voit qu'il y a des petites secousses par moment et c'est beaucoup moins coulé. C'est beaucoup moins smooth que sur la GoPro 8, que sur le système de stabilisation électronique de la GoPro 8.
Je vous mets une séquence de chaque en grand angle, voilà, mais donc je me répète, je trouve que le piqué est meilleur sur la GoPro 8, c'est moins sharp. Et il n'y a pas photo non plus, la stabilisation numérique fonctionne bien mieux du côté de la GoPro. On voit chez DJI, il y a plein de petites secousses. Jugez par vous-même, c'est vraiment plus propre. Dernière petite séquence, comme ça vous aurez la totale pour vous faire votre avis, donc ici en angle rapproché ou normal. Alors je découvre ici le logiciel Giroflow, donc que je ne connaissais absolument pas du tout, et je fais exactement le même constat que par rapport à la stabilisation numérique. Je trouve que la stabilisation logicielle en fait crée des secousses là où il n'y en a même pas. Sans aucune stabilisation, je vous montrerai des images, il y a des petites secousses en permanence. Alors là j'utilise le mode par défaut dans Giroflow, j'ai regardé énormément du tutoriel, tout le monde dit qu'il faut conserver le mode de stabilisation par défaut. Il y a un mode qui s'appelle 3D simple. Quand on utilise le mode 3D simple, ça enlève toutes les petites secousses tout en étant plus smooth, mais malheureusement on n'arrive pas à la cheville du logiciel Real Steady. Attention, si vous voulez enregistrer les données du gyroscope avec l'Air Unit O3, il faut absolument mettre votre caméra DJI en mode grand angle. Les deux autres modes n'enregistrent pas les données du gyroscope, c'est-à-dire l'angle normal et l'ultra grand angle. C'est très important pour pouvoir utiliser au mieux Giroflow et stabiliser votre vidéo. Avec le logiciel GoPro Real Steady, aucune surprise, regardez, c'est ultra smooth, c'est vraiment ultra lissé, aucune secousse, tout est complètement absorbé. Un effet léger de zoom et dézoom quand on connaît le logiciel, forcément on s'en rend compte, autrement c'est très difficile à voir, mais en fait dans les prises de virage, accélération et ralenti du drone, il y a un léger effet zoom-dézoom qui rend vraiment l'image super agréable à regarder. La différence est vraiment flagrante. Voilà, regardez bien, je voulais vous montrer cet exemple. Regardez lors de ma prise de virage à droite, là, aucune secousse. Pourtant, je ne suis avec aucune stabilisation. Même séquence avec la stabilisation par défaut. Regardez bien. Tac! Vous avez vu le tremblement? Donc là, je suis en stabilisation par défaut. Et il y a plein de petits tremblements. C'est vraiment, franchement, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Même séquence, mais en 3D simple dans Giroflow. Regardez. Il n'y a plus de tremblement. Voilà. Donc là, j'ai vraiment trouvé que c'était le mode le plus stable. Bon, j'ai pas encore fait le tour de Giroflow. J'ai surtout suivi les conseils des tutoriels que j'ai trouvés sur YouTube. Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que le logiciel Real Steady de GoPro, avec lequel on n'a rien à faire du tout. Ça, on exporte tout de suite, c'est vraiment tout de suite super smooth. Que là, il y a quand même quelques réglages. Je pense que le logiciel, à mon avis, il va encore évoluer. Allez, je vous remets une séquence avec le logiciel GoPro. Regardez, ça n'a absolument rien à voir. C'est hyper smooth, hyper coulé, c'est lissé, c'est propre. Voilà. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. Incomparable. Alors, quant à la vitesse du drone, donc là, je suis avec un angle donc, de 7 degrés, puisque pour mettre un angle inférieur, il faudrait enlever l'entretoise qui est sous l'objectif de la caméra DJI.
mais on arrive à peu près à voler entre 20 et 30 km/h en vitesse de croisière. Voilà, c'est ce que j'ai fait à peu près en vitesse constante, 20-30 km/h. On arrive à 40 km/h dans une descente. Si on accélère un petit peu, on monte un petit peu les gaz, on va dire à 70-75%, on est à peu près à 60 km/h. Et au taquet, alors bon, j'étais pas parfaitement en ligne droite, mais voilà, j'ai pointé au GPS, j'ai pointé 80 km/h. Donc je pense qu'on peut pointer un tout petit peu plus, mais voilà à peu près pour la vitesse de déplacement de ce whoop. Donc je pense qu'on peut faire un petit peu de suivi avec. Mais voilà, si vous voulez atteindre des vitesses supérieures, après on est tout le temps poigné en coin, et donc les batteries, elles vont forcément ça va taper dans les batteries. Mais voilà, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc quand on a un 5 pouces, la vitesse moyenne c'est 70-80 km/h, et un whoop de cette taille-là, et enfin voilà, ce whoop-là, ce Cinéon de chez Axisfly, lui c'est à peu près, on va dire, vitesse d'utilisation, on va dire que c'est entre 20 et 30 km/h. Je pense que c'est pas mal, c'est honnête. C'est hyper maniable, ça se faufile partout. Regardez, voilà, si on veut faire des changements de direction rapides, ben ça se fait vraiment hyper facilement. C'est voilà, il y a très peu d'inertie sur un whoop de cette taille-là. Franchement, c'est vrai que c'est super joueur, c'est vraiment génial. Donc voici ce que ça donne en intérieur avec des valeurs en manuel. Donc j'ai volontairement verrouillé certaines valeurs pour ne pas avoir trop de bruit numérique. Donc j'ai mis les mêmes valeurs sur la GoPro 8. Donc j'ai verrouillé le shutter à 120. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sur la GoPro 8 c'est ou 60 ou 120. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai aussi verrouillé l'ISO à 1600 maximum. Donc c'est sombre parce que je ne sais pas pourquoi sur l'Air Unit O3, en fait quand vous passez en valeur manuelle et que vous mettez ces valeurs donc de shutter 120 et l'ISO à 1600, il met l'exposition, donc la valeur EV, il la met à -3. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas interagir avec cette valeur, elle est verrouillée alors pourtant que je demande des réglages manuels. Alors l'inconvénient du système est que votre caméra qui enregistre en 4K est la même que votre caméra FPV qui vous sert à avoir votre retour vidéo dans le masque. Donc si vous baissez les ISO donc pour ne pas avoir de bruit numérique, bah forcément vous allez assombrir l'image et ça va perturber, donc gêner votre vol. Voilà ce que cela donne quand on augmente un petit peu l'exposition en post-prod. Donc ça permet d'éclaircir tout de suite l'image, de se rendre compte du bruit numérique. Donc en fait l'avantage du système O3 c'est que le capteur est plus grand que le capteur de la GoPro 8. On voit que le bruit numérique est acceptable. Vous allez voir ce que ça donne sur la GoPro 8. Alors c'est plus clair évidemment, mais regardez le bruit numérique. Alors les GoPro ne sont vraiment pas reconnus pour être doués en basse lumière. On le voit effectivement. C'est vrai que l'Air Unit O3 a de meilleures capacités en basse lumière. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à vous faire votre avis sur ce whoop, donc qui est vraiment ultra joueur. Donc les 3,5 pouces sont vraiment ultra joueurs. Donc une superbe autonomie, et le module O3 franchement qui est vraiment excellent, même avec les V2. Qu'est-ce que ça doit être avec les Google 2? Ça doit être vraiment splendide. Enfin voilà, je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao.